La carte de handicap européenne est reconnue à Miami, avant la carte verte. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de... Donc, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. D'abord, être prévenu, faire des choses en amont pour préparer un petit peu notre arrivée ici. Et puis, qu'Israël accepte de nous donner une carte handicap provisoire, le temps que nous refassions tout le dossier. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Vous la connaissez peut-être, si vous ne la connaissez pas, c'est l'occasion. Elle s'appelle Olivia Catan, elle a beaucoup de cordes à son arc, elle est journaliste, mais elle est également présidente fondatrice de l'association SOS Autisme en France. Elle a beaucoup de projets pour Israël, aussi pour les enfants autistes. On est ravis de l'accueillir, Olivia Catan. Bonjour et bienvenue en Israël. Bonjour, merci de m'accueillir. On peut le dire puisque ça fait seulement 2 mois et demi que vous êtes là. 2 mois et demi. Voilà. Donc on est très touchés de vous accueillir parce que c'est vrai que vous avez fait de l'autisme votre combat. Oui. Voilà, vous avez écrit de nombreux livres sur ce sujet. Le dernier en date, c'est l'école de la discorde, enquête sur l'inclusion scolaire. Alors évidemment, j'imagine que vous avez un projet pour Israël, n'est-ce pas, pour les enfants autistes. Est-ce que vous comptez créer une branche, une nouvelle branche, une autre association ? Oui, bien sûr. J'ai envie, évidemment, parce qu'on a plusieurs délégations régionales en France, et on avait envie d'avoir une antenne, évidemment, en Israël. On en a une aux États-Unis. Et SOS Autisme, on fait beaucoup de choses. On fait à la fois de la sensibilisation, à la fois des ateliers culturels pour les enfants autistes, et toujours en inclusion. On fait de l'inclusion scolaire. On aide les professeurs aussi à s'occuper des enfants autistes. On leur apprend comment faire. On essaye de les former. Et puis, on travaille beaucoup sur cette notion de filière professionnelle et de formation pour permettre aux parents, après, d'être un peu tranquilles pour la suite, la suite de la vie de leur enfant et de... Quand ils seront plus là. Quand ils seront plus là, parce que c'est quand même la chose, quand on est parent d'enfants autistes, c'est la chose à laquelle on pense. On pense tout le temps. C'est le rendre autonome, pour qu'il aille... Pour qu'il puisse se débrouiller sans nous. Pour qu'il puisse se débrouiller sans nous, et puis pour qu'il ait une famille. Parce que qu'est-ce qui est important ? Comme le disait le professeur Feuerstein, dont on parlera sûrement, il me disait, qu'est-ce que tu veux pour ton fils ? Tu veux une famille et un emploi, c'est exactement ça. Donc on essaye de tout faire pour apporter ça aux enfants, parce que c'est évidemment une tranquillité pour les parents de savoir que leur enfant va encore progresser, puis va être tout simplement heureux. Alors vous ne vous êtes pas inventé dans ce monde de l'autisme. Vous avez un fils qui a aujourd'hui 15 ans, qui a été diagnostiqué à l'âge de 4 ans comme autiste sévère. C'est ça qui a fait que vous avez pris ce chemin-là pour aider les autres. Comment vous en êtes sorti avec lui ? Quel chemin vous avez dû emprunter ? Alors déjà, le chemin du handicap, je le connaissais puisque mon frère est handicapé. Donc j'avais vécu déjà toutes les errances de mes parents qui allaient de médecin en médecin sans savoir ce qu'il avait, etc. Donc j'avais déjà vécu ça en tant que sœur. Il est autiste aussi, votre Alors mon frère a été diagnostiqué très très tardivement, à l'âge adulte, autiste. Mais au départ, on disait qu'il était psychotique. Voilà, parce que c'était l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toute cette connaissance d'aujourd'hui. Et donc, quand à 4 ans, je vois que mon petit troisième, puisque j'ai 2 filles, que mon petit troisième ne se développait pas de façon, on va dire, harmonieuse, et qui parlait pas, il était non-verbal, il se cognait la tête dans les murs, il répondait pas à son prénom, il était scotché devant la télévision à regarder l'écran. Donc, évidemment, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème et que, je savais pas ce qu'il avait. Et puis, je suis tombée sur un documentaire du fils de Perrin, de Francis Perrin. Et là, j'ai reconnu mon fils. Et je me suis dit, je pense qu'il est autiste. Donc, j'ai fait le tour des médecins. Et à un moment donné, on m'a dit en effet qu'il était autiste sévère. Ça a pris du temps, ce diagnostic. Ah oui, ça a pris du temps. D'abord, on m'a dit que j'étais une mère juive, qui devait le castrer, que c'était le 3e, enfin, toutes les bêtises qu'on peut entendre. Et puis, que j'étais en fusion avec lui, enfin, voilà. Et puis après, on m'a donné un vrai diagnostic. On m'a dit qu'il était autiste, mais le médecin m'a dit, écoutez, faites le deuil de votre enfant. Il est déficient mental, il fera jamais rien. Oubliez-le, occupez-vous de vos 2 filles. Et là, à ce moment-là, pour moi, ça a été un électrochoc parce que j'avais déjà vécu cet épisode-là avec mon frère. Et j'ai dit non, mon fils, non,
je vais réussir à l'en sortir. Je ne sais pas ce que je vais faire, le tour du monde s'il le faut, mais on va y arriver. Alors, on va y arriver, c'est passé par le professeur Feuerstein. Tout à fait, on est tombé. Qui vous a sauvé, Ruben faisait du piano, on a entendu parler de cette méthode. J'ai laissé un message au professeur Feuerstein parce que plein de gens viennent du monde entier pour faire cette méthode dans ce centre à Jérusalem. Et on a tout plaqué en famille. On est arrivé ici avec vous pensiez rester longtemps. Beaucoup d'espoir. On pensait pas à grand chose parce qu'il y avait très peu d'images sur Feuerstein à l'époque. Et puis on arrivait un peu avec cet espoir de ce miracle qui pouvait se produire à Jérusalem. Donc on arrivait d'abord épuisé parce que Ruben ne dormait pas, ne mangeait pas. Enfin, c'était quand même assez cauchemardesque. Et ça a duré des années. Donc on est arrivé ici. Il avait 4 ans, c'est ça ? Oui, on avait 4 ans. Et là, quand on a rencontré pour la première fois le professeur Feuerstein, il m'a dit tout de suite, rassurez-vous, votre fils, il n'est pas déficient mental. Il n'a juste pas les mots et vous n'avez pas les clés pour le comprendre. Une fois qu'on mettra tout ça en place, vous verrez que votre fils, il a une intelligence infinie. Et il ne s'est pas trompé. Oui, parce qu'aujourd'hui, il est scolarisé. Aujourd'hui, il est scolarisé comme les autres, dans une école ordinaire. Il a eu son brevet avec mention très bien. Il va tout seul à l'école, à part pour les évaluations, puisqu'il a encore besoin d'une accompagnante, il en a le droit. Mais c'est vrai qu'il est quand même autonome, il sait faire plein de choses. Maintenant, il apprend l'hébreu, mais il parle anglais, il parle espagnol. Donc, c'est absolument incroyable, quoi. Quand on a vu le démarrage de sa vie, c'est incroyable. C'est ça, et puis on est rentré en France après Feuerstein au bout de 3 semaines, et Ruben avait à peu près 500 mots à son actif. Donc il l'a débloqué, en fait. Il a totalement débloqué. Avec la stimulation intensive qu'il a eue, il a débloqué son langage. On lui a appris à mâcher, à poser sa langue dans sa bouche pour pouvoir avaler des aliments solides, chose qu'il ne savait pas faire. Il a fait de la psychomotricité globale et fine pour toucher un crayon. Il n'arrivait pas à saisir les objets. Donc tout ça, ça a été rééduqué. Moi, j'ai été formée, j'ai continué évidemment ce travail en France. Et il est rentré à l'école et il a appris à lire en 1 semaine. Voilà. Alors qu'un an avant, il ne savait ni parler, ni faire quoi que ce soit. C'est impressionnant. Donc, j'imagine qu'on peut comprendre comment vous avez décidé de monter aussi votre association. Ouais. C'était pour diffuser ces méthodes-là aussi, pour former d'autres ? C'était pour éviter aux parents d'être dans cette espèce de solitude et de ce parcours du combattant qu'on a fait, à essayer de comprendre, à être désespéré, à ne pas savoir quoi faire. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas savoir ce qu'à notre enfant et de ne pas trouver des solutions. Donc on a essayé de faire cette association d'abord pour dire, attendez, il y a des méthodes. La méthode Feuerstein ne marche pas obligatoirement avec tous les enfants et à tous les âges. Il y a d'autres méthodes comportementales comme l'ABA, comme le Teach, comme le PEX. Donc ce sont des outils. Et tous ces outils, on s'en sert à des moments de leur vie. Il y a des moments où ça marche. Et puis après, ça marche plus. Donc, vous essayez un autre outil. Donc, moi, j'ai passé ma vie à faire ça. Et puis, finalement, j'ai fait ma propre méthode qui fonctionne avec mon fils. Et puis, aujourd'hui, j'ai essayé de créer tout ça. Aujourd'hui, vous avez décidé de faire l'Aliyah. On sait que c'est pas toujours évident en Israël. Alors, il y a tous les sons de cloche. Certains disent que c'est extraordinaire, que c'est génial, que c'est très développé pour les autistes, notamment pour les adultes. D'autres disent que c'est très compliqué parce que malheureusement, un autiste qui fait l'Aliyah n'est pas reconnu en tant que tel. Il faut un délai de latence, on va dire, avant d'obtenir cette fameuse carte ou ce fameux statut d'handicapé. J'imagine que vous avez envie aussi de faire bouger les choses sur ce plan-là. Oui, alors moi déjà, plusieurs choses. C'est que déjà, au niveau de l'agence juive, et donc je sais que votre émission est regardée, donc je vais en profiter pour laisser un petit message à l'agence juive. Pourquoi ne pas m'avoir dit que la carte de handicap de mon fils n'allait pas être reconnue en Israël ? Faut tout recommencer. C'est une information qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas. Et pourtant, il savait que mon fils était autiste. Vous ne seriez pas monté ? Poser des questions. Si je serais montée, mais en amont, peut-être que j'aurais réussi déjà à avancer un petit peu. Et donc, c'est pas un reproche que je leur fais. Mais s'ils nous donnaient cette information, on pourrait déjà trouver des listes de thérapeutes francophones. On pourrait avancer. Et une fois qu'on est là, ça irait plus vite. Donc, parce que là concrètement, votre fils n'est pas reconnu comme handicapé. Alors, mon fils, comme n'importe quelle autre personne en situation de handicap, à partir du moment où on est handicapé en France, on arrive en Israël, on n'est plus handicapé. Donc, il y a quand même un problème. Ça dure combien de temps ? Ça dure quelques mois.
Voilà, et si vous voulez, le problème, c'est qu'on ne le sait pas. Donc déjà, la surprise, quand même, elle n'est pas très bonne. Ce parcours du combattant du diagnostic, on l'a fait en France. Il est long. Il faut le refaire ici ? Il faut le refaire. Et puis surtout, c'est pas seulement le temps. C'est aussi, alors c'est bien sûr du temps où évidemment notre enfant n'a pas de prise en charge. Donc c'est compliqué. Ça c'est important. Pas de prise en charge, donc pas de thérapeute, pas de progrès. Ou alors en privé, donc il faut avoir les moyens. Donc on a encore un autisme, géométrie, variable. L'autiste, on va dire des riches et l'autiste des moins riches, donc c'est compliqué. Et puis aussi, si vous voulez, il y a plein de choses. Il y a la carte de stationnement qui est importante, par exemple, pour les autistes. Quand vous n'arrivez pas à vous garer, que votre enfant il fait une crise dans la voiture, c'est très dangereux. Ça le met en danger lui, ça vous met en danger vous. Donc, il y a des choses comme ça. Et par exemple, aux États-Unis, moi, j'ai mon vice-président qui a monté une antenne donc à Miami et qui vit à Miami avec son fils qui est en situation de handicap. La carte de handicap européenne est reconnue à Miami avant la carte verte. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de... Donc, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. D'abord, être prévenu, faire des choses en amont pour préparer un petit peu notre arrivée ici pour notre enfant. Et puis, qu'Israël accepte de nous donner une carte handicap provisoire, le temps que nous refassions tout le dossier. Et une fois qu'on a tout le dossier, c'est comme notre passeport. On nous donne la carte de handicap d'Israël. Il y a des choses à faire. Ouais. Voilà. Donc, moi, j'ai contacté les députés, j'ai contacté Émilie Moati, vice-présidente de la Knesset, Yom Tov Khalfon, qui m'a juré, il va faire des choses. Il veut faire un décret pour que cette carte de handicap française, européenne, soit reconnue en Israël, en tout cas au départ, et puis peut-être changer la loi pour que nous n'ayons pas à refaire tous les diagnostics. On ne fait pas... la France est quand même un pays suffisamment évolué. On a des bons médecins, c'est des dossiers très sérieux. On ne ment pas sur le handicap de nos enfants. Donc il suffirait simplement qu'on fasse traduire les diagnostics français. Et puis voilà. Alors c'est simple, mais malheureusement c'est pas encore en place. Vous n'êtes pas la première à le dénoncer. Non, Michael Kandel fait un travail formidable. Exact. Ariel Kandel fait un travail formidable aussi. Donc il faut qu'on fasse avancer ça tous ensemble, mais il faut qu'Israël entende que c'est un pays de l'OCDE, que la France doit avoir une autre place aussi en Israël. Et ça, c'est important. Alors, on a parlé des différences entre la France et Israël, mais il y en a une dont on n'a pas parlé, c'est la bienveillance. C'est la bienveillance parce que Ruben, chaque année, essayait en France d'être délégué de sa classe et n'y arrivait pas. Et cette année, je ne sais pas, on ne votait pas pour lui, les enfants ne votaient pas pour lui, peut-être que les professeurs ne lui laissaient pas non plus la place de s'exprimer. Et là, dans cette école qui est formidable, on lui a laissé vraiment la parole. Donc il y a une bienveillance en Israël de la part des enfants qui ont un autre regard, et puis de la part des professeurs, et évidemment de l'équipe de direction qui a quand même aussi donné ce message aux professeurs en leur disant « Vous allez accueillir Ruben, il est autiste, faites votre maximum pour que Ruben progresse ». Et donc c'est un travail d'équipe. Et quand j'ai formé ces professeurs la semaine dernière, c'est vrai que... vous faites de la formation, évidemment. Voilà, bien sûr. Et donc c'est vrai que quand je les ai formés... j'ai fait plusieurs formations avant, donc j'ai senti tout de suite cette bienveillance et cette ouverture de ces professeurs qui voulaient en savoir plus sur l'autisme. Alors justement, vous pensez que c'est spécifique à ce corps professoral ou c'est quelque chose qui est dans le pays ? Je pense que c'est quelque chose qui est dans le pays. Il y a quelque chose dans le pays. D'abord, le regard n'est pas le même. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur le handicap et quand vous arrivez avec un enfant autiste au restaurant, dans un hôtel, vous n'avez pas du tout ce regard curieux, ce regard mauvais de cet enfant qui parfois peut faire des crises ou avoir des troubles du comportement. Parce que je crois qu'ils ont quand même une ouverture et que malheureusement, il y a quand même beaucoup de personnes en situation de handicap dans ce pays à cause aussi des attentats, de la guerre, etc. Donc je pense que le regard est beaucoup plus ouvert. Et ça, quand on est parent, je peux vous dire que ça change la vie. Ça vaut les difficultés qu'on est obligé de traverser ? Ça compense ? Ça compense. Mais maintenant, si on pouvait nous alléger un petit peu la note, ce serait pas mal. Ça serait pas mal. Alors, on espère que les choses vont avancer sur ce point, mais il y a un autre sujet qui vous tient terriblement à cœur, c'est l'inclusion. Alors l'inclusion, on va expliquer un petit peu pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent peut-être pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'en Israël, vous trouvez qu'on est plus dans l'inclusion pour les autistes ou plus dans la ghettoisation ?
Alors, pour l'instant, je n'ai pas vu énormément de choses. Donc, voilà, c'est pour mettre une petite réserve à ce que je vais dire. En tout cas, moi, on m'avait dit qu'Israël était un pays, en effet, qui travaillait sur l'inclusion. Et pour eux, l'inclusion, c'est des classes spécialisées autistes au sein même des établissements. Pour moi, c'est pas de l'inclusion. Voilà. Pour moi, c'est vraiment de la ghettoisation. Alors, il y a des parents qui vont dire « Ah oui, mais moi, mon autiste, il est très sévère. » Donc, c'est pas vrai. Parce que, si vous voulez, en Italie, ma maman est italienne, donc j'ai beaucoup été en Italie, j'ai de la famille là-bas. En Italie, tous les instituts spécialisés ont fermé depuis les années 70. Ça veut dire que tous les autistes vont à l'école normalement ? Tous les autistes, toutes les personnes en situation de handicap sont à l'école avec les autres. Okay. Voilà. Parfois, avec 1, 2, 3 intervenants, si nécessaire, par enfant. Pris en charge par l'État ? Pris en charge par l'État. Les classes, elles ne sont pas avec 30 élèves, elles sont avec 15 élèves. Donc, tout est adapté. Et depuis les années 70, sincèrement, il y a encore des progrès à faire en Italie. Ce n'est pas non plus non, bien sûr, mais... la terre promise. Mais il y a quand même une vision de la société qui ne veut pas mettre ses enfants à part, mais les inclure avec les autres. Et je pense que les autistes ont besoin de regarder, parce qu'ils ils sont dans l'imitation. Pourtant, à l'armée, ça existe aussi. Mais bien sûr. Ils sont pris en charge. Mais ils sont pris en charge. Peut-être que là aussi, c'est des unités où il n'y a que des autistes. Ça, je n'ai pas encore vu, donc je ne me prononcerai pas. Une fois que je serai allée visiter tout ça, voilà. Mais c'est vrai que pour moi, c'est important, parce que d'abord, les autres ont à apprendre de la différence. Et nos enfants autistes, en tout cas, sont dans une imitation permanente. Donc, si on les met avec d'autres autistes qui ont d'autres TOC, d'autres stéréotypies, ils vont avoir tendance... Ils vont prendre ces TOC-là ? Voilà, ils vont avoir tendance à vouloir imiter. Et donc, c'est un problème. Alors que quand ils sont avec des enfants, on va dire... normaux, même si pour moi c'est pas vraiment le terme, mais en tout cas neurotypiques, ils vont avoir tendance à les imiter aussi. Donc ça les tire vers le haut, quoi. Un autiste, c'est comme un petit enfant qui vient de l'étranger et qui devrait apprendre toutes les coutumes et les usages. Voilà. Et donc, c'est ce qu'a fait Ruben, finalement. Il a commencé à regarder comment se comportaient les autres et il a adopté ces comportements. Et je pense que ça, c'est aussi le conseil de Feuerstein. Alors, c'est un combat mené, ça aussi, ça veut dire mener un combat pour l'inclusion des enfants autistes dans les écoles, c'est un travail qu'il faut mener à la fois avec les autorités compétentes, avec les professeurs, parce qu'il y a des professeurs qui ne veulent pas d'enfants autistes dans leur classe, et parce qu'ils en ont peur. Et il faut aussi faire ce travail avec les parents. Leur dire attention, il y a des programmes, il faut croire. Pourtant, il y a quand même des choses qui existent. Enfin, vous n'avez pas encore tout vu, mais il y a des programmes. On en a parlé cette semaine, sur l'antenne. À l'université, il y a des autistes et des trisomiques qui sont inclus dans des programmes universitaires, etc. C'est assez extraordinaire et ça marche très bien. Ça marche très bien. Et puis, vous avez des autistes qui font des métiers formidables, qui travaillent dans l'informatique, qui travaillent... En fait, il n'y a pas... Si vous voulez, la prise en charge, au départ, il faut que l'enfant autiste soit pris en charge de façon précoce. Voilà. Pour qu'il ait le plus de chances de progresser. Parce que ce sont des éponges, en fait. Et donc, ils vont prendre toutes ces choses-là qu'on va leur apprendre pour progresser. Et une fois qu'on a fait ça, l'école, et ça aussi, c'est Feuerstein. Feuerstein m'a dit, je vous interdis de mettre votre enfant en CLIS, en école spécialisée. Je vous l'interdis. Et battez-vous pour toujours le laisser en école ordinaire. Ça a été dur, vous êtes battu en France. Ah, énormément. Moi, j'ai quitté mon travail de journaliste pour devenir son accompagnante pendant 3 ans. Et voilà. Et donc, bien sûr, il faut se battre. Et on a toujours une épée de Damoclès sur la tête parce que un professeur va pas vouloir de votre enfant ou ne va pas, en tout cas, le regarder comme les autres élèves. Donc, c'est toujours compliqué. Donc, c'est compliqué. Donc, ici, la route va être longue, mais vous avez la pêche, vous avez... Moi, j'ai l'habitude, surtout. Voilà, aussi j'ai l'habitude de me battre. Voilà, et vous allez lancer des ateliers dans le collège de votre fils. Oui, on va lancer avec Steve Suissa des ateliers théâtre. Donc, théâtre, chant, musique. Donc, ça va être ouvert aux enfants israéliens. Inclusif aussi ? Toujours inclusif, donc avec des enfants neurotypiques et des enfants en situation de handicap. Et voilà, et donc on a une directrice, Ruth, qui est formidable et qui nous ouvre ses portes.
portes. Donc à Mikvé Israël. À la Mikvé Israël, elle nous ouvre ses portes. Et donc, on va mélanger les élèves. Et il y aura une inclusion finalement entre les Français et les Israéliens, entre les neurotypiques et les personnes en situation de handicap. Donc, c'est une double inclusion. Et je pense qu'on va faire de belles choses. On va faire un beau spectacle en fin d'année à Suzanne Delal avec Steve. Et donc, je suis sûre que ça va être une réussite. C'est certain. Donc, moi, en tout cas, j'espère que vous allez réussir à faire bouger les lignes, notamment pour ce statut d'handicapé. Essayez de l'obtenir avant, ou en tout cas dès qu'on arrive en Israël. Ça, je crois que c'est votre première mission. Oui, et puis il faut que l'Agence juive, en effet, parle de Qualita, parle d'SOS. On peut être aussi des relais pour les parents. Donc, bien sûr. Voilà, il faut que tout le monde joue le jeu et qu'on travaille tous ensemble, main dans la main. Alors, vous avez une antenne à Netanya depuis 6 mois. Ouais, il va y avoir une antenne à Tel Aviv ? On essaye de l'ouvrir. C'est pas facile. Il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile. Mais j'ai la foi. Voilà, j'ai la foi, je l'ai toujours eue. Et je sais que là-haut, voilà, il m'ouvre des portes. Bon. Alors, en tout cas, nous, on était vraiment très touchés de vous accueillir. On vous souhaite d'abord la bienvenue, parce que 2 mois et demi, franchement, déjà sur les starting blocks, bravo. Je suis hyper active. Je rappelle pour ceux qui ont envie d'en savoir plus sur l'autisme et sur l'inclusion, vous avez écrit une très belle enquête sur l'inclusion scolaire. Voilà, Olivia Catan aux éditions Max Milo, pour ceux qui ont envie de se plonger. Merci à Qualita de faire ce boulot formidable que vous faites. Merci plaisir. Avec plaisir vraiment. Et puis on reviendra peut-être, on parlera de vous une alias story quand vous aurez encore un petit peu plus de bouteilles dans le pays. On y reviendra avec plaisir. Voilà. Avec joie. À très bientôt. À très bientôt. Ciao. Merci. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.